Éléonore a vu son époux Alexandre embrasser sa maîtresse en plein cœur de la salle de bal. L'humiliation était son arme de prédilection. Mais il ignorait que la riposte d'Éléonore avait déjà commencé. La musique s'arrêta un instant. Alexandre tenait Chloé par la taille, juste sous le faisceau des projecteurs du grand gala de charité. Le baiser fut interminable. C'était un véritable spectacle. Il la relâcha, et son regard chercha celui de sa femme, à l'autre bout de la salle. Un rictus cruel fendit son visage. Éléonore resta impassible. Elle sentait tous les regards braqués sur elle. Certains invités ricanaient à voix basse, d'autres détournèrent les yeux, en complices silencieux. Alexandre leva sa coupe, s'adressant à un ami, mais d'une voix suffisamment forte pour être entendue de tous. Les temps ont changé. Il est essentiel que chacun comprenne qui détient les rênes désormais. Le message était limpide. La partie était publique. Un invité murmura près d'elle. Le vote pour la présidence du Conseil a lieu dans 1 heure. A-t-il perdu la tête? La pression était palpable. Un agent de sécurité s'approcha d'Éléonore, le visage empreint de pitié. « Madame de Varenne, il serait peut-être préférable que vous vous retiriez pour éviter plus de désagréments. » Il essayait de l'écarter, de la rendre invisible. Mais à cet instant précis, les portes principales de la salle s'ouvrirent en grand. Un homme fit son entrée. Grand, élégant, avec une prestance qui commandait le silence. C'était Mathieu Lefebvre. Son regard balaya la foule et se posa sur Éléonore. Il marcha droit sur elle, ignorant l'agent de sécurité. Il prit sa main et y déposa un baiser délicat. « Éléonore, » dit-il d'une voix calme et assurée. « Pardonnez mon retard. » Les ricanements dans la salle s'éteignirent. Les messes basses cessèrent. Le sourire d'Alexandre se figea sur son visage. Pour la première fois de la soirée, il n'était plus le centre de l'attention. Éléonore accepta le bras de Mathieu. Sa posture se transforma. La fragilité d'il y a quelques secondes laissa place à une assurance glaciale. Elle n'était plus la victime dans un coin de la salle. Elle était la femme aux côtés de l'homme que tout le monde observait désormais. « Vous dansez » demanda Mathieu à voix basse. « Oui », répondit-elle. Il la guida vers le centre de la piste. L'orchestre, déconcerté, reprit avec une mélodie lente et classique. Alexandre et Chloé étaient toujours là, immobiles, tels les statues d'un monument fraîchement tombé dans l'oubli. Mathieu et Éléonore commencèrent à danser. Ce n'était pas une danse de passion. C'était une danse de pouvoir. Chaque pas était précis. Chaque mouvement était élégant et maîtrisé. Ils ne souriaient pas. Ils se mouvaient simplement en parfaite synchronie, les yeux rivés l'un dans l'autre. Ils étaient l'œil d'un cyclone silencieux. L'assistance tribunal, auparavant une mer de chuchotements malveillants, était maintenant un public captif. Ils ne regardaient pas une danse. Ils assistaient à une déclaration. Alexandre tenta d'entraîner Chloé à nouveau sur la piste, mais le charme était rompu. Plus personne ne les regardait. Il n'était qu'une note de bas de page dans l'histoire qui se déroulait au centre de la salle. L'humiliation qu'il avait orchestrée pour Éléonore avait ricoché et le frappait de plein fouet. Il sentit le poids du mépris de dizaines de regards. Pour la première fois, il se sentit minuscule sur sa propre scène. La musique prit fin. Des applaudissements polis mais nourris emplirent la salle. Avant que Mathieu et Éléonore ne puissent quitter la piste, un homme plus âgé, à l'allure distinguée, s'approcha vivement. C'était Monsieur Durand, le plus ancien membre du conseil d'administration de l'entreprise d'Alexandre. « Monsieur Lefebvre !» s'exclama Durand, la voix chargée de surprise et de respect. « Quel honneur inattendu! Nous ne vous savions pas en ville. » Alexandre vit la scène et s'avança, tentant de reprendre le contrôle. « Durand, je vois que vous avez rencontré notre ami. » Mathieu le coupa sans même lui jeter un regard. Il était concentré sur Durand. « Bonsoir, monsieur Durand. Je suis venu pour une réunion préliminaire et pour accompagner mon amie, Éléonore. » Durand regarda tour à tour Mathieu et Éléonore, la confusion sur son visage se muant en un calcul rapide. « Une réunion concernant le consortium européen, précisément, » confirma Mathieu. « Le consortium atlantique, j'en suis le représentant juridique. Et comme vous le savez, la proposition de fusion est sur la table. Il y a 500 millions d'euros en jeu. »
Le silence autour d'eux s'épaissit. 500 millions d'euros. Le chiffre flotta dans l'air comme une volute de fumée. Alexandre se figea, le sang quitta son visage. L'homme qui accompagnait sa femme n'était pas un simple invité, c'était l'homme qui détenait le pouvoir de sceller l'avenir de son entreprise, l'avenir qu'il croyait déjà sien. Alexandre força un sourire. « Mathieu, mon cher, pourquoi n'irions-nous pas dans un salon privé? Nous pourrions discuter des détails. Moi, vous et le conseil. » Il tenta de poser une main sur l'épaule de Mathieu, un geste de fausse camaraderie. Mathieu recula subtilement, le geste d'Alexandre restant suspendu dans le vide. « Mes affaires, Alexandre, je les traite avec Madame Dubois, » dit-il avec une froideur tranchante. « Toute négociation future sera menée par son intermédiaire. » Puis, le coup de grâce. Mathieu se tourna vers Durand. « Monsieur Durand, Éléonore et moi-même souhaiterions avoir un entretien avec vous, en privé. » Durand, qui quelques minutes plus tôt flattait Alexandre, l'ignora désormais complètement. « Mais bien sûr, monsieur Lefebvre, par ici, je vous prie. » Il leur indiqua un balcon privé, traitant Éléonore avec une déférence qu'elle n'avait jamais reçue de sa part. Alexandre resta là, la main toujours en l'air, seul. Chloé s'approcha de lui, lui murmurant quelque chose, mais il la repoussa d'un geste sec. Il avait été publiquement snobé, désarmé, humilié. Son pouvoir, autrefois absolu, venait de se fissurer devant tout le monde. Sur le balcon, à l'abri des regards, Mathieu se tourna vers Éléonore. La nuit était fraîche. « La première pièce de l'échiquier est tombée, » dit-il. « Êtes-vous prête pour l'échec et mat ?» Le lendemain du bal, ce ne fut pas le soleil qui se leva, mais la fureur d'Alexandre. Dans son penthouse dominant la ville, il tournait en rond comme une bête en cage. Le champagne non touché de la veille était un rappel cuisant de son humiliation. Il saisit son téléphone. La guerre était déclarée. Son premier appel fut pour le directeur de sa banque privée. Sa voix était basse, létale. « Rodrigo, c'est Alexandre. Annulez tous les accès d'Éléonore, toutes les cartes de crédit, les comptes joints. Je veux qu'elle soit bloquée. Si elle essaie de retirer un seul centime, je veux en être informé. » Il n'attendit pas de réponse. Il raccrocha. Le second appel fut pour un numéro non enregistré. Un homme répondit d'une voix mielleuse. C'était son contact dans l'un des plus grands portails de potins du pays. « Marcos, il me faut une couverture. Tout de suite. Monsieur de Varenne. » « Quel est le sujet ?»« Éléonore de Varenne, » gronda Alexandre. « L'épouse infidèle. Je veux un article complet. Elle a un amant, un Italien. Le voyage qu'elle a fait à Milan il y a 6 mois. Dites qu'elle n'y est pas allée seule. Trouvez des photos d'elle de ce voyage. S'il n'y a pas d'homme, ajoutez-en un. Faites preuve d'imagination. Le titre est à vous, mais l'histoire est la mienne. Je veux que son nom soit traîné dans la boue avant l'heure du déjeuner. Considérez que c'est fait. » dit la voix. Le prix fut négocié en quelques secondes. La réputation d'Éléonore fut vendue en moins d'1 minute. Éléonore se trouvait dans un hôtel discret que Mathieu avait réservé. Elle savait qu'il était impossible de rentrer chez elle. En commandant un café au service d'étage, l'employé revint, le visage embarrassé. « Madame, votre carte a été refusée. » Éléonore fronça les sourcils. Elle en présenta une autre, refusée également. Elle sentit un frisson glacial parcourir son échine. C'était rapide, plus rapide qu'elle ne l'avait imaginé. Puis son téléphone se mit à vibrer sans interruption. Des notifications d'actualité, des messages d'amis et de connaissances. Elle ouvrit le premier lien. La photo était d'elle, souriant sur une place à Milan. Le titre était brutal, Le secret d'Éléonore, l'épouse d'Alexandre de Varenne et sa liaison secrète avec un homme d'affaires italien. L'article était une œuvre de fiction. Des détails inventés, des sources anonymes, des insinuations venimeuses. En quelques minutes, l'histoire se propagea comme une traînée de poudre. Les commentaires en ligne étaient un torrent de haine. J'ai toujours su que c'était une profiteuse. Elle a trahi l'homme qui lui a tout donné. Quelle honte! L'assistance tribunal était maintenant le monde entier, et on la jugeait coupable. Son téléphone sonna, son nom sur l'écran. Alexandre. Elle répondit.
Le silence dura une seconde. « Tu as aimé tes 15 minutes de gloire hier soir ?» Sa voix était un poison distillé. « J'espère que oui. C'étaient les dernières. » Éléonore ne répondit pas. Elle écoutait seulement le son de sa respiration, lourde de rage. « Toi et ton petit avocat en costume de luxe, vous croyez pouvoir me défier? Dans ma ville? Dans mon empire? J'ai tout construit, Éléonore. Chaque brique, chaque contrat. Et je détruirai quiconque essaiera de me prendre ça. » Il poursuivit. « Ton argent est fini. Tes amis m'appellent pour me témoigner leur solidarité. Ta réputation est morte. Personne ne te croira. Tout le monde te verra comme l'épouse ingrate et adultère. Je vais te traîner devant tellement de tribunaux que tu supplieras pour un arrangement. Et je ne te donnerai rien. Tu ne pourras même plus porter mon nom. » Il s'attendait à des larmes, à des supplications. Il s'attendait au désespoir d'une femme acculée. Mais la voix d'Éléonore, quand elle parla enfin, était dénuée de toute émotion. Calme, ferme. « Tu as terminé, Alexandre ?» Il hésita, pris au dépourvu. « Quoi ? Je te demande si tu as terminé ton monologue, » dit-elle. « Parce que maintenant, c'est à mon tour de parler. Tu as commis une erreur. Tu penses que cette guerre est une question d'argent. Tu penses pouvoir m'intimider avec des gros titres et des comptes bloqués. Tu n'as rien compris. » Elle marqua une pause. « Tu m'as sous-estimé pendant 20 ans. C'était ta deuxième erreur, et ce sera la dernière. » Elle raccrocha. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une détermination nouvelle et féroce. La femme qui avait été humiliée au bal n'existait plus. À sa place se tenait une stratège. La douleur s'était muée en carburant. Mathieu entra dans la chambre quelques minutes plus tard. Il vit les articles sur l'écran de son téléphone. Son visage ne montra aucune surprise. « Je vous avais prévenu que ce serait comme ça, » dit-il calmement. C'est le geste prévisible d'un tyran acculé. Il incendie son propre village pour tenter de tuer l'ennemi. « Il croit avoir gagné, » dit Éléonore en regardant par la fenêtre. « Il a simplement montré ses cartes trop tôt, » corrigea Mathieu. « Il nous a donné exactement ce dont nous avions besoin. La preuve de sa moralité. Maintenant, nous allons utiliser cela contre lui. Notre préparation n'était pas pour la défense, Éléonore. C'était pour l'attaque. Et notre prochaine étape commence aujourd'hui. » Les mots de Mathieu résonnaient dans le silence de la chambre d'hôtel. Attaque. La prochaine étape. Éléonore se dirigea vers son sac, ignorant le téléphone qui vibrait encore du venin du monde extérieur. D'un compartiment secret, elle sortit un petit objet enveloppé de velours. C'était une clé. Ancienne, en bronze, avec un motif complexe. Tenir cette clé la transporta 10 ans en arrière. La chambre sentait les médicaments et les vieux livres. Son père, Jean-Pierre, était alité. La maladie lui avait pris sa force, mais pas la clarté de son regard. Il tenait sa main, les os fragiles, mais la poigne ferme. « Ma chérie, » murmura-t-il, la voix faible, « j'ai bâti le groupe Varenne de mes propres mains, avec de la sueur et de l'honnêteté. Alexandre est un bon gestionnaire, il est intelligent, mais son ambition, elle m'inquiète parfois. L'ambition sans âme est un danger. » Il s'efforça de prendre la petite clé en bronze sur la table de chevet et la plaça dans la paume de sa main. Elle était froide et lourde, le symbole d'une autre époque. « Cette clé ouvre mon premier coffre-fort, celui qui est caché derrière le portrait dans l'ancien bureau de notre maison, » expliqua-t-il. « À l'intérieur, il n'y a ni bijoux ni argent. Il y a quelque chose de plus précieux. Il y a la vérité. L'acte de fondation original, la preuve que l'entreprise est née de notre travail, de notre nom. » Ses yeux croisèrent les siens, et la supplique était claire. « Je fais confiance à Alexandre pour prendre soin de toi, mais si un jour il tente de briser non seulement ton cœur, mais aussi ton honneur, l'honneur que j'ai bâti, promets-moi que tu utiliseras ceci. Promets-moi que tu protégeras notre héritage. Je te le promets, papa, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Le souvenir s'estompa. Éléonore était de retour dans la chambre d'hôtel aseptisée, la clé en bronze dans sa main. Elle n'était plus froide. Elle semblait pulser de la chaleur de sa promesse. Alexandre n'avait pas seulement brisé son cœur, il avait attaqué son honneur, il avait attaqué l'héritage de son père. L'heure de tenir sa promesse était venue. Le temps de la réaction était terminé.
C'était maintenant le temps de l'action. Mathieu installa un bureau temporaire dans un immeuble de bureaux anonyme du centre-ville. Une salle de guerre aux murs blancs, avec une grande table et une machine à café qui ne s'arrêtait jamais. La première étape est de retourner à la maison, dit Éléonore, la voix ferme. Pas le penthouse, la maison de mes parents. La propriété se trouvait dans un vieux quartier, une bâtisse solide entourée d'un jardin que le temps avait rendu sauvage. Elle était vide depuis des années, un mausolée de souvenirs. Alexandre ne s'y était jamais intéressé. Il la considérait comme vieille, sans valeur. Ce fut son erreur fatale. Mathieu l'accompagna. La tension était palpable, tandis qu'Éléonore insérait la clé dans le portail. Il grinça, mais s'ouvrit. Ils pénétrèrent dans la maison silencieuse, recouverte d'une fine couche de poussière. L'air était lourd, immobile. Éléonore marcha avec détermination, droit vers l'ancien bureau de son père. Il était là, le portrait de Jean-Pierre Dubois, un homme au regard doux et au sourire honnête. Avec l'aide de Mathieu, elle décrocha le lourd tableau du mur. Derrière, encastré dans le plâtre, se trouvait la porte en fer d'un coffre-fort ancien, petit mais imposant. Éléonore s'approcha. La clé en bronze, qui semblait si ornementale, glissa dans la serrure avec une précision mécanique. Le son du mécanisme tournant résonna dans la pièce silencieuse. Un déclic, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une unique chemise en cuir, usée par le temps. Éléonore la prit avec des mains tremblantes. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. De retour dans la salle de guerre, Mathieu ouvrit la chemise sur la table. Les documents étaient jaunis, l'encre de la calligraphie légèrement passée, mais parfaitement lisible. Il les examina pendant près d'une heure, en silence complet, tandis qu'Éléonore attendait, le cœur battant dans sa poitrine. Finalement, Mathieu leva les yeux. Son regard, habituellement calme et maîtrisé, brillait d'une intensité féroce. « Éléonore » commença-t-il, la voix presque un murmure. « Ce n'est pas seulement un acte de fondation, c'est l'acte de propriété de l'âme du groupe Varenne. » Il pointa une clause. « Votre père détenait 60% des actions originales. Avec une clause de succession par le sang incessible. Alexandre n'était qu'un associé minoritaire, un administrateur. Mais les registres actuels, commença Éléonore, ont été falsifiés, compléta Mathieu. En 20 ans, il a utilisé des fusions, des acquisitions et des manœuvres juridiques pour diluer la participation originale, transférant le pouvoir à lui-même. Il n'est pas le propriétaire. C'est un simple gardien qui s'est autoproclamé roi. Avec ces documents, nous ne demandons pas une part, nous revendiquons le royaume tout entier. Éléonore sentit une vague de vertige et de force. La vérité était plus puissante qu'elle ne l'avait imaginé. Cela prouve que l'entreprise est à moi, mais ça ne prouve pas sa moralité. Je veux que tout le monde voie qui il est vraiment. Sa pensée s'éclaircit. Il y avait une seule personne qui connaissait tous les secrets d'Alexandre. « Martine », dit-elle. « Martine Bernard. Elle était la secrétaire de mon père. Alexandre l'a gardée à son poste. Elle est là depuis 30 ans. Elle sait tout. » Obtenir un rendez-vous était risqué. Éléonore envoya un message simple via une application sécurisée. « J'ai besoin de votre aide. Pour mon père. » La rencontre fut fixée pour le lendemain dans une petite église du centre-ville, un lieu improbable pour que leurs deux mondes se croisent. Martine était assise sur le premier banc, les mains jointes sur ses genoux. C'était une dame de près de 60 ans, d'apparence fragile, mais dont les yeux avaient été témoins de décennies de négociations et de trahisons. La peur était visible sur son visage. Éléonore s'assit à côté d'elle. Elle n'offrit pas d'argent. Elle ne fit pas de menaces. Elle raconta simplement la vérité. Elle parla de la promesse faite à son père. Et puis, elle montra la clé en bronze. « Mon père m'a donné ça, » dit Éléonore. « Il disait que l'honneur de notre nom était le bien le plus précieux. Alexandre est en train de détruire cet honneur. » Les yeux de Martine s'emplirent de larmes. « Votre père, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « C'était l'homme le plus intègre que j'ai jamais connu. Ce que Monsieur de Varenne est devenu, il utilise l'entreprise comme son coffre-fort personnel, surtout la Fondation Varenne.
l'œuvre de charité que votre père a créée avec tant de fierté. Que fait-il? Demanda Éléonore. Il détourne de l'argent, avoua Martine à voix basse. Des transferts vers des comptes à l'étranger, déguisés en dons. Je vois les relevés. J'archive les faux rapports. J'ai des copies, c'était la pièce manquante. La preuve de la propriété historique et la preuve de la corruption actuelle. Martine, j'ai besoin de ces copies, dit Éléonore. C'est la seule façon d'honorer la mémoire de mon père, de sauver l'entreprise. Martine regarda l'autel, puis Éléonore. La décision était prise. Le risque est énorme, mais la dette que j'ai envers votre père est plus grande. Je les obtiendrai. Dans les jours qui suivirent, la salle de guerre devint l'épicentre d'une révolution silencieuse. Des organigrammes de la structure de l'entreprise couvraient les murs. Des piles de documents juridiques étaient dévorées. Mathieu préparait l'argumentaire juridique, une forteresse inexpugnable de faits et de lois. Éléonore n'était plus une spectatrice. Elle se plongea dans les chiffres, dans les rapports. Elle apprit tout sur chaque division, chaque actif, chaque vulnérabilité de l'entreprise qui serait bientôt la sienne. Elle ne se contentait pas de récupérer un héritage. Elle se préparait à diriger. La veille de la réunion du conseil, un message crypté arriva sur le téléphone d'Éléonore. C'était de Martine. Le dossier est prêt. La livraison aura lieu demain. Éléonore regarda Mathieu. La stratégie était établie. Les preuves étaient en sécurité. L'allié était en place. La préparation était terminée. Le calme avant la tempête était le plus dangereux. 24 heures avant la réunion du conseil, Mathieu fit le premier mouvement sur l'échiquier. Ce ne fut pas une attaque directe, mais une onde de choc silencieuse. Un courriel formel, à l'entête de son cabinet d'avocats, fut envoyé à chaque membre du conseil d'administration du groupe Varenne. Le texte était chirurgical, mentionnant la nécessité d'une révision d'urgence de la structure actionnariale originale de la compagnie datant de sa fondation à la lumière de nouveaux documents. Ce n'était pas une accusation, c'était un doute. Et dans le monde des affaires, le doute est pire qu'un scandale. Le téléphone d'Alexandre se mit à sonner sans cesse. Les membres du conseil, autrefois ses alliés, voulaient maintenant des réponses. Alexandre, quels sont ces nouveaux documents? Est-ce que ça a un rapport avec votre divorce? Cela pourrait-il affecter la fusion? Il les calma avec son arrogance habituelle, traitant le courriel de bluff désespéré d'une épouse rancunière. Mais lorsqu'il raccrocha le dernier appel, son sourire s'effaça. Les bluffs n'utilisaient pas des termes juridiques aussi précis. Les bluffs ne venaient pas du cabinet de Mathieu Lefebvre. D'où Éléonore avait-elle eu l'idée d'enquêter sur la structure originale? C'était un secret enterré depuis des décennies. Quelqu'un de l'intérieur avait dû parler. Quelqu'un ayant accès aux archives les plus anciennes. Quelqu'un qui était là depuis le début. Ses yeux se fermèrent. Un nom se forma dans son esprit. Martine. La paranoïa s'installa. Il appela son chef de la sécurité, un homme qui lui était loyal, et non à l'entreprise. Je veux un rapport de toute l'activité réseau de l'ordinateur de Martine Bernard ces dernières 72 heures. Chaque courriel, chaque téléchargement, chaque pièce jointe, et installer une caméra dans son bureau, discrète. Je veux voir chacun de ses mouvements. La confirmation arriva en moins d'une heure. Une archive de données volumineuse, cryptée, avait été envoyée vers un serveur externe la veille au soir. La piste menait à un terminal sécurisé, impossible à tracer. Mais Alexandre n'avait pas besoin d'une adresse, il avait déjà sa confirmation. Il ne la confronta pas immédiatement. Il attendit. La vengeance était un plat qu'il aimait servir froid. Le matin, le jour de la réunion du conseil, il assista en direct sur son moniteur à la scène qui allait sceller le destin de tous. Martine, visiblement nerveuse, se rendit aux archives centrales. Elle fit des copies d'une série de relevés bancaires de la Fondation Varenne. C'était l'épreuve finale, le dernier clou dans son cercueil. Il l'observa mettre les papiers dans une chemise. Puis, il se leva de son fauteuil. La chasse était terminée. Martine était à son bureau, la chemise cachée dans son sac, quand la porte s'ouvrit. C'était Alexandre. Le sourire sur son visage lui glaça le sang. Il ne dit rien.
Il s'approcha simplement de son bureau et posa une tablette tournée vers elle. L'écran montrait une image d'elle, dans la salle des archives, quelques minutes plus tôt. Une vidéo. « Vous cherchez quelque chose d'important, Martine ?» demanda-t-il, la voix douce, presque gentille. Martine devint pâle comme un fantôme. Les mots ne sortaient pas. « Je sais tout », continua-t-il. « Le courriel à Éléonore, le rendez-vous secret, les copies. La loyauté est une si belle chose. Mais la trahison a des conséquences si laides. » Il s'assit sur le bord de son bureau, la dominant du regard. Espionnage industriel, vol de documents confidentiels, rupture de contrat. Je peux vous faire emprisonner pour 20 ans, Martine. Votre famille, vos enfants. Imaginez la honte. La matriarche de la famille, une criminelle. Les larmes coulaient sur le visage de Martine. « S'il vous plaît, murmura-t-elle. S'il vous plaît. » Il rit, sans humour. L'heure des supplications est passée. Mais il y a peut-être un moyen d'éviter tout ça. Il prit son téléphone. Vous allez appeler votre sauveuse. Vous allez lui dire que vous avez les documents finaux. Vous allez fixer un rendez-vous pour les lui remettre. Dans 1 heure. Le cœur d'Éléonore s'emballa quand elle reçut l'appel. La voix de Martine était tremblante, mais elle prononça les mots convenus. « Je les ai, tous. Retrouvez-moi à l'adresse que je vais vous envoyer. Venez seul. » L'adresse était celle d'un immeuble de bureau d'Alexandre, encore en construction. Le 27e étage, vide. Éléonore sentit un frisson, mais la perspective de la victoire lui fit ignorer son mauvais pressentiment. Elle arriva sur les lieux. L'étage était un squelette de béton et de poutres d'acier. Le vent sifflait par les fenêtres ouvertes. Au centre du vaste espace se tenait Alexandre, assis sur une chaise solitaire. À côté de lui, debout, se trouvait Martine, le visage ravagé par les larmes. Sur une table en métal entre eux, il y avait la chemise avec les documents. « Éléonore, heureux que vous ayez pu venir, » dit Alexandre avec un sourire de prédateur. « Qu'est-ce que ça signifie, Alexandre? Laissez-la partir. » La laisser partir, Martine a fait un choix. Il montra la chemise. Elle a volé pour vous. Elle a commis un crime fédéral pour vous. Un crime que j'ai en vidéo avec des témoins. Sa loyauté va lui coûter sa liberté, sa réputation, tout. Il se leva et marcha lentement vers elle. « Mais je suis un homme raisonnable. Je vous offre un autre choix. » Il s'arrêta devant elle. « Aujourd'hui, à la réunion du conseil, vous garderez le silence. Vous ne direz pas un mot sur les actions, les fondateurs ou les fondations. Quand mon nom sera appelé, vous voterez en ma faveur. Ensuite, vous signerez les papiers du divorce. Vous me donnerez tout sans contester et vous disparaîtrez de ma vie. Et si je refuse ?» défia Éléonore, la voix tremblante de colère. Alexandre sourit. « Si vous refusez, j'accompagnerai moi-même Martine au commissariat. Elle sera arrêtée devant tout le monde et j'utiliserai chaque centime que je possède pour m'assurer qu'elle pourrisse en prison. » Il se pencha, le visage à quelques centimètres du sien. « Votre vengeance ou sa vie. Le choix vous appartient. Mais choisissez judicieusement. » Il s'éloigna, la laissant là, au milieu de nulle part. Éléonore regarda Martine, qui sanglotait silencieusement. Elle regarda la preuve de sa victoire, maintenant transformée en arme de sa défaite. Le plan parfait, la stratégie brillante, tout s'était effondré, elle était piégée, sa propre moralité était sa cage. Alexandre ne l'avait pas vaincue avec de l'argent ou du pouvoir, il l'avait vaincue avec sa bonté. Et à cet instant, en regardant le visage triomphant de son mari, Éléonore sentit le goût amer de la défaite totale. La salle de réunion du conseil était un sanctuaire du pouvoir. Bois sombre, cuir, verre et une vue panoramique sur la ville. L'air y était raréfié. Les 12 membres du conseil étaient à leur place. Alexandre siégeait en bout de table, exsudant la confiance d'un empereur sur le point d'être couronné. Il avait gagné. Éléonore était là, assise sur une chaise à l'écart de la table principale, telle une spectatrice indésirable. Son visage était pâle, ses épaules voûtées. Elle ressemblait à l'ombre d'elle-même, une femme brisée. C'était la performance de sa vie. Alexandre la regarda un instant, une lueur de triomphe cruelle dans les yeux. Il leva son verre d'eau dans un toast silencieux et moqueur. Elle ne réagit pas.
Le président par intérim du conseil, un homme nommé Octave, s'éclaircit la gorge et ouvrit la séance. Messieurs, l'ordre du jour est la nomination du nouveau président définitif du groupe Varenne. Nous avons une motion pour nommer Monsieur Alexandre de Varenne à ce poste. Quelqu'un appuie-t-il la motion? Je l'appuie, dit un autre membre, promptement. Excellent, dit Octave, avec un sourire formel. Et y a-t-il des objections ou des discussions avant de procéder au vote final? Le silence dans la pièce était pesant. Tous les regards se tournèrent brièvement vers Éléonore. Ils s'attendaient à un embarras, peut-être à une sortie silencieuse. Alexandre l'observait, son sourire maintenant visible de tous, savourant son humiliation finale. Elle devait se taire. La vie de Martine en dépendait. Le compte à rebours de 3 secondes parut une éternité. Octave prit le marteau. En l'absence d'objection, j'en ai une. La voix d'Éléonore trancha le silence. Elle n'était pas forte, elle n'était pas agressive, mais elle était si claire et si nette que tout le monde dans la salle se tourna brusquement dans sa direction. Le marteau d'Octave s'arrêta en l'air. Le sourire d'Alexandre vacilla, remplacé par un masque de fureur confuse. Il l'avait menacée, il l'avait brisée. Que faisait-elle? Éléonore se leva. Pour la première fois, elle regarda Alexandre droit dans les yeux et au fond de son regard, il n'y avait pas de peur. Il y avait de la glace. « J'ai une objection », répéta-t-elle, marchant lentement vers la table. Avant que ce conseil ne prenne une décision qui pourrait détruire l'avenir de cette entreprise, je crois qu'il devrait entendre l'avis d'un consultant crucial pour notre plus grande négociation en cours. « Quelle est cette absurdité ?» gronda Alexandre. « Éléonore, asseyez-vous. Cela ne vous concerne pas. » « Au contraire, » dit une nouvelle voix. Les doubles portes de la salle de réunion s'ouvrirent. Mathieu entra, vêtu impeccablement, portant une mallette en cuir. Il n'avait pas l'air d'un avocat spécialisé en divorce. Il avait l'air d'un homme qui possédait chaque pièce dans laquelle il entrait. « Monsieur Lefebvre !» s'exclama Octave, surpris. « Que faites-vous ici ?»« J'ai été invité par Madame Dubois, » dit calmement Mathieu. « Je suis ici en ma capacité officielle de représentant légal du consortium atlantique. Je suppose que la proposition de fusion de 500 millions d'euros vous intéresse toujours, n'est-ce pas ?» La mention de l'argent changea tout. Le conseil était en état d'alerte maximale. Personne n'oserait manquer de respect à l'homme qui tenait leur avenir financier entre ses mains. « Poursuivez, je vous en prie, » dit Octave, jetant un regard nerveux à Alexandre. Mathieu distribua une série de documents à chaque membre. Dans le cadre de notre audit de due diligence, nous avons analysé les finances du groupe Varenne, en nous concentrant sur ses opérations caritatives, afin d'évaluer les risques d'image. Il marqua une pause, laissant la tension monter. Et nous avons trouvé des anomalies préoccupantes. Il projeta sur l'écran principal le premier document. Un relevé bancaire de la Fondation Varenne. Et à côté, un relevé d'un compte offshore aux îles Caïmans. Des flèches rouges reliées à les transferts, des dons de millions quittant la fondation et atterrissant directement sur le compte au nom d'une société écran contrôlée par Alexandre. L'air fut aspiré de la pièce. C'était irréfutable, éhonté. Alexandre se leva d'un bond. « C'est une mascarade. Ces documents sont des faux, forgés par ma femme pour m'extorquer. » Il regarda Éléonore. « Et je sais comment elle les a obtenus. Par l'intermédiaire d'une employée déloyale qui a commis un crime. » Il jouait sa dernière carte, la menace concernant Martine. Mathieu resta impassible. « Vous faites référence à Madame Martine Bernard ? Oui, elle a été essentielle. Si essentielle que, craignant pour sa sécurité, elle nous a remis les archives originales il y a 2 jours. Ce que votre sécurité a filmé, Alexandre, c'était elle, en train de copier des leurs. Des copies sans valeur, qui à cette heure doivent déjà être détruites. » Le visage d'Alexandre devint un masque de choc et d'incrédulité. Il était tombé dans un piège. La menace qu'il avait utilisée pour piéger Éléonore était inutile. Martine était en sécurité, et la preuve était réelle, mais l'attaque n'était pas encore terminée. Les anomalies financières, poursuivit Mathieu comme si de rien n'était, nous ont forcés à approfondir l'analyse de la structure même du pouvoir de la compagnie. Et c'est là que Madame Dubois nous a fourni l'éclaircissement final. Il s'écarta.
laissant la scène à Éléonore. Elle s'avança jusqu'au bout de la table, la place qu'occupait Alexandre. Elle posa la vieille chemise en cuir de son père sur le bois poli. Elle l'ouvrit et révéla les documents jaunis. « Ceci, dit-elle, la voix résonnant d'une autorité nouvelle, est l'acte de fondation du groupe Varenne S.A., signé par Jean-Pierre Dubois et Alexandre de Varenne, il y a 35 ans. Elle distribua des copies certifiées conformes. Comme vous pouvez le voir dans la clause 3e, paragraphe 2, mon père, Jean-Pierre, a conservé 60% du contrôle actionnarial, avec un droit de succession direct pour ses héritiers. Alexandre détenait 40%, avec le poste d'administrateur. Elle leva les yeux et regarda chaque membre du conseil. Mon père est mort. Je suis sa seule héritière. Pendant 20 ans, Monsieur de Varenne a utilisé des manœuvres illégales pour diluer cette participation et transférer le contrôle à lui-même. Ce n'est pas seulement une fraude, c'est un vol, le vol d'un héritage. Elle termina son discours. Je ne suis pas l'épouse d'Alexandre. Je suis l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Silence, un silence profond, lourd, absolu. Les membres du conseil regardaient les documents, puis Alexandre, qui tremblait, livide, sans voix. Puis, il regardait Éléonore, qui se tenait maintenant au bout de la table, non plus comme une victime, mais comme la véritable détentrice du pouvoir dans cette salle. Le récit avait été détruit. La vérité, brutale et indéniable, était sur la table. Le silence dans la salle de réunion était une force physique. Le seul son était le doux bruissement du papier, tandis que 12 hommes d'affaires lisaient et relisaient les documents qui réécrivaient 35 ans d'histoire. La vérité, une fois révélée, était assourdissante. Ce fut Alexandre qui le brisa, par un cri. « Non !» hurla-t-il, sa voix déchirant la formalité de la pièce. Il frappa du poing sur la table, faisant trembler les verres d'eau. « C'est un cirque, un mensonge éhonté. Vous allez croire ça ?» Ses yeux balayèrent le visage de chaque membre du conseil, cherchant une once de loyauté, un vestige de son ancienne autorité. « Vous me connaissez depuis des années. Nous avons bâti des fortunes ensemble. Et maintenant, vous allez croire cette petite femme vengeresse ?» cracha-t-il les mots, pointant un doigt tremblant vers Éléonore. « Elle a falsifié ses papiers avec son amant !» cria-t-il, l'accusation pathétique et creuse dans l'air. « Elle veut me détruire parce que je l'ai quittée. C'est une vendetta personnelle, pas une affaire d'entreprise. » Il tenta de rire, un son sec et désespéré. « Elle n'a jamais rien compris aux affaires. Elle a passé 20 ans à dépenser l'argent que je gagnais. Et maintenant, elle se présente comme l'héritière. C'est ridicule. » Sa fureur était celle d'un animal piégé, sauvage et sans but. Mais le temps de l'intimidation était révolu. Octave, le président par intérim, se leva lentement. À 70 ans, il était le doyen du conseil, le seul vestige de l'ère de Jean-Pierre Dubois. Il retira ses lunettes, polit les verres avec un mouchoir et regarda Alexandre avec une expression de profonde déception. « Asseyez-vous, Alexandre, » dit-il. La voix n'était pas forte, mais elle portait un poids qui fit taire instantanément la crise d'Alexandre. « Les documents de la Fondation, » commença Octave, avec un calme mortel, « ont été vérifiés en temps réel par notre équipe juridique, que j'ai contactée discrètement dès que M. Lefebvre a commencé à parler. Ils sont authentiques. Les transferts bancaires sont indéniables. » Il marqua une pause, prenant la copie de l'acte de fondation. « Et quant à ceci, la signature de Jean-Pierre, je n'ai pas besoin d'un expert pour la valider. » Octave leva les yeux et fixa Alexandre. « J'étais dans la pièce quand il a signé. Je l'ai vu, je m'en souviens. » La déclaration tomba comme une sentence de mort. La validation personnelle d'Octave, le témoin vivant du passé, détruisit la dernière particule de déni d'Alexandre. Par conséquent, continua Octave, la voix maintenant dure comme l'acier, je soumets au vote une motion d'urgence. La révocation immédiate et inconditionnelle d'Alexandre de Varenne de son siège au Conseil et de toutes ses fonctions exécutives au sein du groupe Varenne SA avec effet immédiat, en attente d'une enquête pénale et civile complète. Il regarda le membre à sa droite. Mon vote est pour. Le membre suivant,
Un homme qui devait sa carrière à Alexandre hésita une seconde, regarda la preuve irréfutable sur la table et dit à voix basse « Pour ». Un par un, le verdict fut rendu. Pour. Moudor. Pas. Chaque pour était un coup, une pelletée de terre jetée sur l'empire d'Alexandre. Il s'affaissa dans son fauteuil, son corps autrefois imposant maintenant recroquevillé. Le pouvoir l'avait abandonné. La loyauté qu'il avait achetée avec de l'argent s'était évaporée face à la vérité. Le vote fut unanime. « C'est décidé », déclara Octave. « Alexandre, veuillez vous retirer. » Alexandre laissa échapper un rire vide. « Me retirer? Vous ne pouvez pas... » « En fait, Alexandre, si ils le peuvent, » interrompit Mathieu, parlant pour la première fois depuis que la tempête avait éclaté. « Et la perte de votre poste est le cadet de vos soucis. » Mathieu prit son téléphone portable. « Monsieur Octave, étant donné les preuves manifestes de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds, ma cliente et moi-même avions l'obligation légale de notifier les autorités compétentes. Nous l'avons fait il y a 1 heure. » La mâchoire d'Alexandre tomba. Avant qu'il ne puisse traiter l'information, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, ce n'étaient ni des avocats, ni des membres du conseil. C'étaient 2 hommes en costume, au visage grave et à l'aura indubitable d'autorité, des agents de la police judiciaire. Le plus âgé s'approcha de la table, son insigne visible au revers de sa veste. Il ne regarda personne d'autre qu'Alexandre. « Monsieur Alexandre de Varenne ?» demanda-t-il, la voix professionnelle et dénuée d'émotion. Alexandre hocha simplement la tête, incapable de parler. « Je suis le commissaire divisionnaire Mathias, de la brigade financière. Nous avons un mandat pour saisir vos appareils électroniques et nous aimerions que vous nous accompagniez au siège pour une déposition formelle. Vous êtes sous le coup d'une enquête pour... » Le commissaire énuméra les chefs d'accusation avec une précision bureaucratique qui rendait le tout encore plus surréaliste et terrifiant. La sanction n'était plus sociale. Elle était légale, publique, définitive. « C'est une erreur », balbutia Alexandre, en essayant de se lever. « S'il vous plaît, mettez les mains sur la table, monsieur », dit le second policier, en s'approchant. À cet instant, devant les hommes qui autrefois le craignaient et le flattaient, Alexandre de Varenne fut traité comme un criminel. Sa montre de luxe fut retirée. Son téléphone portable fut placé dans un sac de scellé. Il ne fut pas menotté sur place, mais l'humiliation fut totale lorsque le policier le tint fermement par le bras et le guida hors de la pièce. Il lança un dernier regard à Éléonore. Un regard qui mêlait haine, choc et une étincelle de compréhension tardive. Il n'avait pas perdu face à une épouse trahie. Il avait perdu face à une reine dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. La porte se referma. Alexandre était parti. Le silence revint. Mais cette fois, ce n'était pas un silence de choc. C'était le silence du vide de pouvoir qui venait d'être comblé. Le trajet d'Alexandre de Varenne de la salle du conseil à la porte de sortie de l'immeuble fut la plus longue marche de sa vie. Chaque pas était une station de sa chute. En passant par les couloirs vitrés de l'étage de la direction, les portes s'ouvraient. Les cadres qui, 1 heure plus tôt, le flattaient, le dévisageaient maintenant avec un mélange de choc et de peur. Personne ne dit un mot. Leur silence était un verdict. Dans l'ascenseur privé, flanqué des 2 policiers, Alexandre vit son reflet dans l'acier brossé. Il vit un homme défait, le costume chair froissé, le visage pâle, les yeux vides de pouvoir. Le masque du titan de l'industrie s'était désintégré, révélant l'homme petit et corrompu en dessous. L'ascenseur s'ouvrit sur le hall principal, le cœur de l'entreprise. Ici, le silence était différent. Il était rempli par des centaines de regards. Secrétaires, analystes, stagiaires, tous avaient arrêté ce qu'ils faisaient. Les téléphones qui enregistraient la scène étaient innombrables. La nouvelle de son arrestation s'était répandue dans le bâtiment à la vitesse de la lumière. L'assistance tribunal, autrefois limitée à une salle de bal et une salle de réunion, était maintenant toute son entreprise. Et leur jugement était unanime. Personne ne semblait triste. Certains visages affichaient un soulagement à peine déguisé.
Ce fut la vue des portes vitrées de l'entrée qui le brisa. Dehors, une foule de journalistes et de caméramens se formait déjà. L'humiliation finale, la chute télévisée. À ce moment-là, le déni d'Alexandre vola en éclats, laissant place à une rage pure et impuissante. Il s'arrêta brusquement, essayant de se libérer de l'emprise ferme du policier. « Non !» cria-t-il, sa voix résonnant sur le marbre du hall. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» Il se retourna, les yeux hagards, cherchant les fenêtres du dernier étage, comme s'il pouvait voir Éléonore l'observer depuis son nouveau trône. « Éléonore, tu vas me le payer, tu m'entends ? Je vais te détruire !» La menace était vide, pathétique. Il n'y avait plus de pouvoir dans sa voix, seulement le désespoir d'un roi déchu. Les policiers ne perdirent pas leur sang-froid, ils le forcèrent à continuer à marcher et le poussèrent dans une voiture noire qui l'attendait. La portière claqua, le dernier son de l'empire d'Alexandre. Là-haut, dans la salle du conseil, le son de l'agitation à l'étage inférieur n'était qu'un écho lointain. La tempête était passée. Les membres du conseil étaient à leur place, silencieux, assimilant la brutalité et la vitesse de cette révolution. Octave, le vieux président, se dirigea lentement vers le bout de la table, où Éléonore se tenait toujours. Il s'arrêta devant elle, non comme un égal, mais comme un sujet. « Madame de Varenne », commença-t-il, puis il se reprit. « Madame la présidente, au nom de tout ce conseil, je vous présente nos excuses. » Sa voix était grave, sincère. « Nous avons été aveugles. Nous avons permis que la cupidité et l'arrogance d'Alexandre ternissent le nom que votre père a bâti avec tant d'intégrité. Nous avons échoué à protéger son héritage, et nous avons échoué envers vous. C'était une demande de reddition, un transfert formel de loyauté. » Tous dans la salle acquiescèrent en silence. Éléonore regarda Octave et les autres hommes dans la pièce. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, juste une dignité sereine et une force tranquille. La vengeance était complète, mais elle ne se délectait pas des cendres. « J'accepte vos excuses, Octave, » dit-elle, la voix claire et ferme. « Le passé a été corrigé aujourd'hui. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. » Elle regarda tout le monde dans la salle, son regard balayant chaque visage, établissant sa nouvelle autorité. « Nous avons une entreprise à stabiliser. Nous avons des employés honnêtes qui dépendent de nous. Et nous avons une fusion de 500 millions d'euros à renégocier cette fois, à des conditions qui soient justes pour le groupe Varenne. » Ce fut son premier ordre, sa première déclaration en tant que leader. À cet instant, elle n'était plus l'épouse trahie ou l'héritière oubliée. Elle était la présidente. La réaction dans la salle fut immédiate. Les épaules tendues se détendirent. Les expressions de choc laissèrent place à des hochements de tête respectueux et admiratifs. La chute d'Alexandre avait créé un vide, et Éléonore le comblait non avec la colère du passé, mais avec la promesse d'un avenir intègre. Le pouvoir avait été transféré. La reine était sur son trône. Dans la salle du conseil, le vide laissé par le départ d'Alexandre fut rempli par une énergie nouvelle et hésitante. La révolution avait eu lieu. Maintenant venait la reconstruction. Octave fut le premier à agir, formalisant le transfert de pouvoir qui était déjà évident. « Mesdames et messieurs, » dit-il, s'adressant au conseil mais les yeux fixés sur Éléonore, « compte tenu des faits exposés et de la révélation de la véritable structure actionnariale de cette entreprise, je propose qu'Éléonore Dubois assume, avec effet immédiat, les fonctions de présidente du conseil d'administration et de directrice générale par intérim du groupe Varenne S.A. » Il n'y eut pas de débat, juste un chœur de « oui » et « pour » qui résonna dans la salle, une vague de soutien qui scella la victoire d'Éléonore. Elle acquiesça, une acceptation sobre de l'immense responsabilité qu'elle venait d'hériter. « Merci », dit-elle, la voix calme. « Et ma première action en tant que présidente est d'honorer la personne dont le courage a rendu ce jour possible. » Elle se tourna vers un assistant. « S'il vous plaît, demandez à Madame Martine Bernard de monter. » Immédiatement. Martine entra dans la pièce quelques minutes plus tard, les yeux baissés, encore craintive. Elle s'attendait à être un témoin, pas une invitée d'honneur. Éléonore se dirigea vers elle, ignorant les regards curieux du conseil, et se tint devant elle. « Martine,
dit Éléonore, la voix pleine d'une émotion contenue. La loyauté que vous avez démontrée n'était pas envers moi, c'était envers la vérité, envers l'héritage de mon père. Dans cette entreprise, sous cette nouvelle direction, l'intégrité ne sera pas seulement valorisée, elle sera récompensée. Elle se tourna vers le conseil. Je nomme Martine Bernard à la tête de notre nouveau département d'audit et de conformité. Sa première tâche sera de mener une analyse complète de toutes nos opérations pour s'assurer que chaque centime détourné soit retrouvé et qu'une culture de transparence soit mise en œuvre à tous les niveaux. Les membres du conseil applaudirent. C'était un geste puissant qui signalait la fin de l'ère de la corruption et le début d'une nouvelle gouvernance. Martine regarda Éléonore, les larmes n'étant plus de peur, mais d'une gratitude bouleversante. Sa dignité, tout comme celle d'Éléonore, était restaurée devant tous. Une fois justice rendue à son allié, Éléonore se tourna vers les affaires. La femme émotive laissa place à la PDG. « Octave », dit-elle avec une autorité naturelle, « je veux un rapport préliminaire de toutes les divisions sur mon bureau dans 24 heures. Je veux savoir exactement la situation dont nous héritons. » « Oui, Madame la Présidente. Mathieu, continua-t-elle, se tournant vers son ami et avocat. Contactez le consortium atlantique, informez-les que la direction du groupe Varenne a changé. Dites-leur que la fusion est maintenue, mais que les termes seront renégociés pour refléter la nouvelle réalité et la véritable valeur de notre entreprise. Prévoyez une réunion pour demain. Ce sera fait, Éléonore. Alors que les rouages du nouveau groupe Varenne commençaient à tourner, le monde extérieur réagissait à la nouvelle explosive. Un montage de gros titres éclata sur les écrans de télévision et les portails d'information. La chute du titan. Alexandre de Varenne arrêté pour fraude millionnaire. Le même site de potin qui l'avait calomnié publiait maintenant l'échec et mat d'Éléonore, l'héritière qui a fait tomber un empire corrompu pour sauver l'héritage de son père. Des images montrèrent des employés dans le hall de l'entreprise, certains applaudissant discrètement tandis que la photo officielle d'Alexandre était retirée du mur. Sa réputation publique, autrefois traînée dans la boue, était maintenant celle d'une héroïne d'entreprise, une stratège brillante et courageuse. Plus tard dans la journée, Éléonore entra pour la première fois dans le bureau de la présidence. C'était l'espace d'Alexandre, vaste, froid, décoré de trophées de golf et de photos de lui aux côtés de célébrités et de politiciens. Un monument à son ego. Elle ignora tout cela. Elle se dirigea directement vers l'immense baie vitrée qui allait du sol au plafond, avec vue sur la ville. C'était la même vue que lui, mais il y voyait un royaume à exploiter. Elle y voyait une ville à servir, une responsabilité à assumer. C'était un moment de silence, de victoire et d'un poids immense. Son téléphone sonna. C'était Martine, maintenant dans ses nouvelles fonctions, qui filtrait les appels. « Madame la Présidente, c'est Maître Carvalho, l'avocat principal de Monsieur de Varenne. Il est assez insistant. »« Passez-le-moi, » dit calmement Éléonore. Mathieu, qui l'accompagnait, s'approcha. La voix à l'autre bout du fil était arrogante, agressive. « Madame Dubois, ici Maître Carvalho. Je tiens à vous informer que nous engageons de multiples poursuites contre vous et le Conseil. Violation de la vie privée, diffamation, acquisition illégale de documents. » Éléonore le laissa parler, épuiser sa liste de menaces vides. Quand il eut terminé, elle répondit, la voix aussi froide que le verre de la fenêtre devant elle. « Maître Carvalho, je comprends que vous deviez justifier vos honoraires. Mais permettez-moi d'être clair. » Elle regarda Mathieu, qui hocha légèrement la tête. « Les seuls documents qui nous intéressent en ce moment sont le mandat d'arrêt et les relevés bancaires qui prouvent que votre client a volé des millions à une œuvre de charité. Toute action que vous intenterez sera accueillie non seulement par une fin de non-recevoir, mais aussi par une plainte formelle auprès du barreau pour procédure abusive et complicité d'entrave à la justice. » Il y eut un silence stupéfait de l'autre côté de la ligne. « Bonne journée, maître, » dit Éléonore, et elle raccrocha. Elle se tourna vers Mathieu.
La dernière menace, le dernier fantôme du pouvoir d'Alexandre, avait été exorcisé. Non avec colère, mais avec une confiance inébranlable, forgée dans le feu. Sa dignité n'était pas seulement restaurée, elle était blindée. 2 ans plus tard, la couverture d'un grand magazine économique affichait le visage d'Éléonore. Ce n'était pas le portrait d'une mondaine, mais celui d'une dirigeante. Le titre disait « Le phénix des affaires, Éléonore Dubois et la résurrection du groupe Varenne ». L'entreprise qu'elle avait héritée des cendres était désormais un modèle d'innovation et de gouvernance. La fusion avec le consortium atlantique, renégociée par Éléonore à des conditions beaucoup plus favorables, fut un succès retentissant, ouvrant de nouveaux marchés et doublant la valeur de la compagnie. Mais le changement le plus profond n'était pas dans les graphiques boursiers. Il était dans la culture. Les couloirs sombres et silencieux de l'ère d'Alexandre avaient laissé place à des espaces ouverts et collaboratifs. La peur avait été remplacée par le respect. Dans une salle de réunion aux parois de verre, Éléonore écoutait attentivement un jeune ingénieur présenter une idée audacieuse. Elle n'intimidait pas, elle inspirait. À ses côtés, Martine Bernard, maintenant une cadre, au visage sérieux et confiant, présentait des rapports de conformité qui faisaient la fierté de l'entreprise. L'intégrité était devenue l'actif le plus précieux du groupe Varenne. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans un centre pénitentiaire de haute sécurité, Alexandre de Varenne recevait son repas sur un plateau en métal. Le procès avait été rapide, les preuves accablantes. Il fut condamné à 18 ans de prison pour fraude, blanchiment d'argent et entrave à la justice. Tous ses appels furent rejetés. Parfois, il lisait des articles sur le succès d'Éléonore dans les journaux qui circulaient en prison. Chaque nouvelle était un nouveau tourment. Chloé, sa maîtresse, avait disparu quelques semaines après son arrestation, dès que l'accès au compte avait été coupé. Ses anciens amis et alliés ne lui rendaient pas visite. Il était seul, un roi déchu dans un exil de béton, hanté non pas par la richesse qu'il avait perdue, mais par le pouvoir qu'il avait eu un jour et qui appartenait désormais, de droit et de mérite, à la femme qu'il avait tenté de détruire. Il n'avait pas seulement perdu son empire, il avait perdu son nom, sa liberté et son avenir. Dans l'ancien bureau d'Alexandre, désormais complètement réaménagé, il n'y avait plus de trophées de golf ni de photos avec des célébrités. L'espace était élégant, fonctionnel, avec des œuvres d'artistes émergeant au mur. Sur l'imposant bureau en bois, à côté d'un moniteur dernier cri, reposait un unique objet sous une petite cloche de verre, l'ancienne clé en bronze. Un rappel quotidien de la promesse, de la vérité et de l'origine de sa force. Mathieu entra dans la pièce sans frapper, avec 2 cafés à la main. Leur partenariat professionnel s'était approfondi en une alliance de vie, basée sur un respect mutuel et une affection tranquille. Il était maintenant membre du conseil d'administration, sa voix l'une des plus influentes dans le nouveau groupe Varenne. « Prête pour ce soir ?» demanda-t-il en lui tendant un café. Éléonore sourit, un sourire authentique qui lui venait maintenant facilement. « Ce n'est qu'un événement de plus. »« Non, ce n'est pas le cas. » dit-il doucement. « C'est la boucle qui se referme. Le même endroit, les mêmes personnes. »« Je ne suis pas la même personne, » répondit-elle. « Et grâce à nous, le groupe Varenne non plus. » Ce soir-là, la grande salle de bal du gala annuel de charité de la Fondation Varenne était plus brillante que jamais. L'atmosphère, autrefois chargée d'hypocrisie et de commérage, était maintenant empreinte d'une véritable célébration et de respect. Éléonore monta sur scène. Elle portait une robe élégante, mais c'était sa présence qui captait l'attention. Elle n'était plus l'épouse humiliée qui se cachait dans l'ombre. Elle était l'hôtesse, la dirigeante, le centre de l'univers de cette salle. Elle s'approcha du micro. L'assistance tribunal, les mêmes familles riches et puissantes, la regardaient maintenant avec admiration. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, la voix claire et résonnante. Il y a 2 ans, dans cette même salle, la Fondation Varenne vivait dans l'ombre. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer qu'après une restructuration complète, la Fondation a non seulement récupéré chaque centime qui avait été détourné, mais, grâce au succès de notre entreprise, elle est plus forte que jamais.
Elle marqua une pause. Le silence dans la salle était total. Nous avons appris que la véritable valeur d'une entreprise ou d'une personne ne réside pas seulement dans son bilan financier, mais dans l'intégrité de ses actions, dans l'honneur de son nom. C'est pourquoi, ce soir, j'ai l'immense joie d'annoncer que la Fondation Varenne fera un don record de 50 millions d'euros pour la construction d'un nouvel hôpital pour enfants qui portera le nom de mon père, Jean-Pierre Dubois. La salle explosa en une ovation debout. Les applaudissements étaient un tonnerre de validation, de respect et d'admiration. Éléonore sourit, un sourire de paix et de mission accomplie. Ses yeux croisèrent ceux de Mathieu et de Martine, assis au premier rang, les visages rayonnants de fierté. Elle avait récupéré sa fortune, elle avait récupéré son nom. Mais, plus important encore, elle avait récupéré l'honneur de son père et bâti son propre héritage sur celui-ci. La chute avait été brutale, mais l'ascension avait été glorieuse. L'histoire d'Éléonore nous révèle une vérité puissante. La plus grande force ne naît pas de l'arrogance ou du pouvoir, mais du courage de défendre sa propre dignité. Combien de fois dans la vie nous sentons-nous piégés, sous-estimés par ceux qui se croient plus forts? Son parcours est un rappel que l'honneur est une forteresse et que la vérité est l'arme la plus tranchante. Nous faisons tous face à nos propres géants, des moments où notre résilience est mise à l'épreuve et où nous devons trouver la force de renverser la situation, même lorsque tout semble perdu. Quelle a été votre bataille? À quel moment avez-vous dû prouver votre valeur contre toute attente? Partagez votre histoire de dépassement de soi dans les commentaires. Si vous croyez que la justice doit toujours prévaloir, et si vous êtes inspiré par les récits de retournement de situations spectaculaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Laissez votre like pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci.